J'ai été affecté au bureau du FBI de New York de 1972 à 1983. J'aime New York parce que cela ne ressemblait pas à une bureaucratie. Cela ressemblait plus à un groupe de personnes qui avaient en quelque sorte formé leur propre système de fonctionnement. C'est donc vers 1976 que j'ai rencontré Donald Trump pour la première fois. C'était une demande directe de le bureau du FBI de Miami pour demander si je pouvais mener un entretien avec Donald Trump concernant un intérêt qu'il croyait qu'il avait pour l'achat de l'hôtel Fontainebleau à Miami Beach. Le Fontainebleau avait depuis longtemps la réputation d'être possédé ou géré par la mafia. Cela signifie que l'hôtel peut être de nom possédé par quelqu'un, mais qu'une partie pourrait être le crime organisé qui gère l'opération. Je lui ai demandé directement, j'ai dit, Monsieur Trump, voici ce que nous avons entendu. Nous comprenons que vous avez un intérêt à acheter d'une manière ou d'une autre, soit financé ou représenté pour être propriétaire de l'hôtel Fontaine. Et à cette question, il a dit, eh bien, j'ai regardé, mais j'ai décidé, a-t-il dit, de ne pas aller de l'avant avec cela. Si je ne travaillais pas avec la mafia et que quelqu'un me demandait si je l'étais, j'aurais peut-être une réponse plus exclamative. Quant à pourquoi me posiez-vous cette question? Je dirais rétrospectivement que je regrette de ne pas avoir ouvert au moins une enquête préliminaire sur Donald Trump à cette époque. Je pense qu'il nous a d'une certaine manière échappé, vous savez, pendant plusieurs années. Myron était enthousiaste à l'idée d'aider à démêler la relation passée de Trump avec le FBI. Pour lui, c'était une affaire inachevée. La première étape était Brighton Beach. Brooklyn, le cœur de Trump, là où tout a commencé. C'est ici, à Beach Haven, que les Trump ont d'abord eu des ennuis avec les fédéraux. Fred Trump, le père de Donald Trump, a construit environ 16 ou plus de ces immeubles d'appartements. Il voulait louer ces immeubles, apparemment uniquement à des personnes blanches, parce que ce n'était pas longtemps après qu'il ait commencé que le gouvernement fédéral a intenté un procès contre lui pour discrimination envers les personnes noires. L'un de ses résidents était Woody Guthrie. Guthrie a emménagé dans l'appartement en 1950 et en est parti en 1954 parce qu'il ne pouvait plus tolérer la discrimination de Trump contre les Noirs et d'autres minorités. Il l'a fait savoir en écrivant une chanson sur Fred Trump, appelant un vieil homme Fred Trump, et n'était pas très gentil avec lui. Je n'aime pas la façon dont ma femme me bat. Je n'aime pas la façon dont Trump me bat. Je n'aime pas comment ma femme me bat. Donald Trump, quand lui et son père étaient poursuivis par le ministère de la Justice pour des pratiques discriminatoires, se sont tournés vers le même avocat que la plupart des grands mafieux de New York. Et c'était Roy Cohn qui était à bien des égards le mentor de Trump. Roy Cohn était une figure légendaire de la politique américaine. Il était en quelque sorte le prince sombre et satanique de l'ère McCarthy, qui était une époque violemment anticommuniste et de droite dans les années 50, ici. Roy Cohn était un type qui disait ne jamais s'excuser, nier et attaquer. Toujours attaquer et contre-attaquer. C'est à peu près ce que Trump a fait, vous savez. Façon de faire des affaires depuis toujours. Jamais, dis ça, jamais pensé à ça. Des fausses nouvelles, plus que des fausses nouvelles. Des nouvelles corrompues, c'est tout un canular. Et vous savez qui joue dans le canular? Des gens comme vous, ça suffit. Posez micro. Vous me parlez... À la fin des années 1970, New York était en faillite. Elle a été reprise par les financiers de Walter Stowe.
Trump est devenu le jeune homme providentiel qu'ils ont parrainé pour en faire un paradis pour les riches. Utilisant le capital de son père, Trump s'est présenté comme le sauveur de la grosse pomme. J'avais une grande foi en New York. Principalement, nos achats ont été à New York et je pensais qu'il y a 5 ans, New York n'était pas considéré comme très en vogue et les villes en général n'étaient pas considérées comme très en vogue. Il a ensuite acheté le magasin de luxe emblématique Bonwit Teller, l'a démoli et l'a transformé en Trump Tower. Ces projets ont vu le jour à une époque où la construction à New York était totalement contrôlée par la mafia italienne. Ron Fino est le fils d'un parrain de la mafia et a passé sa vie à infiltrer des organisations criminelles pour le FBI. J'avais terminé le lycée et comme d'autres enfants, je devais travailler pour gagner ma vie. Mon père m'a amené à Freddy Rendachi. Freddy était le sous-chef de Magadino à l'époque. Et Freddy a arrangé pour que je devienne membre du syndicat local 210 des travailleurs. Et puis j'ai commencé à réaliser à quel point la mafia était puissante et comment elle contrôlait les syndicats dans la région de l'ouest de New York. Trump Tower avait clairement très peu d'alternatives pour traiter avec la mafia et faire construire ses projets. On pourrait dire qu'il n'aurait pas pu faire construire ses projets sans la mafia. C'était comme ça à New York à cette époque. Avez-vous déjà sciemment fait affaire avec ce que j'aime appeler le crime organisé? J'ai rencontré à l'occasion quelques-unes de ces personnes. Il se trouve qu'elles sont très gentilles. Il ne faut juste pas leur devoir de l'argent. Oui, je comprends. Ne leur devez pas d'argent. J'ai entendu dire à plusieurs reprises par différents mafieux que Donald Trump était un ami. Oui, c'était un ami. Trump était jusqu'au cou avec des mafieux. Il a même dit lors d'une discussion en panel il y a des années qu'il ne voulait pas de caméra le filmant dans son bureau parce que des mafieux venaient dans son bureau. Et il ne voulait pas de foutues caméras dans les parages. Au début des années 80, Walter Stowe, un collègue de Myron du bureau de New York, travaillant sur le crime organisé, est devenu très proche de Donald Trump. À l'époque où toi et moi étions au bureau de New York, il y avait tellement de grandes affaires en cours que tu n'étais pas intimidé par le fait de prendre en charge de gros dossiers. C'était amusant. On est prêt? Oui. Walter Stowe gérait un informateur de haut niveau, Dan Sullivan. Dan était un conseiller de Trump et son intermédiaire avec la mafia. J'étais en contact avec Sullivan de manière assez régulière. Et périodiquement, il me présentait des personnes qui pourraient intéresser le FBI. Il a dit, il y a un gars que je veux que tu rencontres en ville. C'est un promoteur, il s'appelle Donald Trump. Sullivan a expliqué que Trump envisageait de s'impliquer dans l'industrie des casinos à Atlantic City et que lui, Sullivan, pensait qu'il serait judicieux que Trump ait un contact avec le FBI. J'ai donc accepté de rencontrer Trump. Et le superviseur du crime organisé du FBI, nommé Damon Taylor, et moi-même avons rencontré Dan Sullivan et maintenant le président Trump dans son bureau. Et nous lui avons parlé de ses projets de s'impliquer à Atlantic City et dans l'industrie des casinos. Et d'après mes souvenirs de la réunion, Damon et moi avons dit, vous savez, vous devez vraiment être prudent si vous allez vous impliquer là-bas. Les mafieux étaient impliqués dans les casinos à cause des syndicats. Les restaurateurs d'hôtels et d'autres syndicats étaient contrôlés. Pour construire un casino, Trump a dû subir une enquête approfondie par la Commission des Jeux du New Jersey. Malgré ses liens connus avec la mafia, il a obtenu une licence en un temps record. Nous lui avons en quelque sorte suggéré que s'il décidait de s'impliquer dans l'industrie des casinos, ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée pour le FBI de mettre en place une opération sous couverture dans le casino.
De cette façon, nous pourrions peut-être voir si des activités de crime organisé se déroulaient à la périphérie du casino. Des années après avoir été sollicité par la mafia pour reprendre le Fontainebleau, Trump est finalement entré dans le monde des casinos. Quiconque possède des hôtels sera une personne intéressante pour le FBI à connaître. Et quelqu'un qui a manifestement les connexions internationales et les relations d'affaires qu'une personne comme Donald Trump a, je suis sûr qu'il intéresserait le FBI. De plus, selon mes sources, Trump était considéré comme une source amicale pour le FBI, qui cultivait des relations avec des personnes du FBI. Et c'est, vous savez, un comportement bien connu des personnes qui nagent dans des eaux dangereuses. Elles veulent avoir une carte pour sortir de prison. Et cette carte pour sortir de prison est d'avoir des amitiés ou d'être une bonne source pour le FBI. J'ai eu l'occasion de rencontrer Trump pour des affaires strictement personnelles. Il m'a appelé quelques fois. J'ai déjeuné avec lui à un moment donné. Il m'a emmené déjeuner au 21 à New York. Nous avons parlé de la possibilité que je travaille pour lui. Il a eu l'impression à travers nos conversations de combien j'étais dévoué au FBI. Et à un moment donné, il a dit, vous savez quoi? Vous seriez probablement mieux servi en restant au FBI. Et nous allons juste, vous savez, nous resterons amis. Et c'est à peu près ce qui s'est passé. Nous n'étions pas des amis proches, mais périodiquement. Tout au long de ma carrière au FBI, je pouvais recevoir un appel de la part du président Trump concernant vraiment pas grand-chose. J'ai quitté New York en 1983 et j'ai continué à avoir des conversations périodiques avec lui au fil des ans. Mais il est probable que, vous savez, des personnes comme Sammy Karlstrom, par exemple, aient pu avoir une relation similaire avec Trump à l'époque. Et il aurait pu penser que s'il subissait des pressions de la part de gars de la mafia sur un projet de construction, il pourrait contacter le FBI. James Karlstrom était à partir de ce moment l'homme de Trump au bureau de New York. Trump cultivait cette relation. Karlstrom est un homme difficile à joindre. Myron a finalement réussi à le contacter isolé, dans sa maison du Connecticut. Salut Jim. Peux-tu me voir? Nous te voyons. Nous avons dû construire toute une série de capacités qui n'existaient pas. J'étais impliqué dans cela, exactement cela, et améliorer les capacités techniques et construire à partir de zéro les capacités de surveillance. Et nous sommes passés de pratiquement rien à 12 équipes de surveillance dans le bureau de New York. Nous avons eu un succès incroyable. Karlstrom était l'un des hommes les plus puissants de New York, supervisant toutes les grandes enquêtes pendant plus de 2 décennies. La présence des Nations Unies là-bas, une ville internationale, le crime de haut niveau a élargi la responsabilité de Karlstrom à pratiquement chaque bâtiment, chaque immeuble d'appartement, chaque bâtiment commercial à Manhattan. Cela a donné à Karlstrom une responsabilité unique et large qu'aucun autre agent du FBI n'aurait eu ailleurs. Au cours des 4, 5, 6 dernières années, il y a eu plus de condamnations, plus d'emprisonnements et plus de dommages causés à la structure du crime organisé en Amérique que jamais auparavant dans notre histoire. La mafia a été rapidement forcée de battre en retraite par Rudy Giuliani, procureur des États-Unis, pour le district sud de New York, de 1983 à 1989. Les équipes de surveillance de James Karlstrom du FBI de New York ont été centrales à son succès. Ils ont fait tomber John Gotti, le parrain local de la mafia,
qui a finalement été condamné grâce à la trahison de son lieutenant, Sammy Gravano. Gravano a célèbrement réfléchi à son pouvoir sur Donald Trump. Je m'émerveille, littéralement, à la vue de Manhattan quand je le vois, parce que je le contrôlais. Je contrôlais littéralement Manhattan. Je pense à Donald Trump et à tous les autres qui ne pouvaient pas construire un bâtiment si je ne voulais pas le construire. La Trump Tower a été dès sa création habitée par des figures du crime organisé. Le FBI de New York, et Carl Strom en particulier, ne pouvait certainement pas ignorer les activités de Trump. Trump à la recherche de liquidités pour son empire immobilier s'est tourné vers les Russes. À travers des vagues successives d'immigration, ils avaient transformé le cœur de Trump à Brooklyn en leur patrie. Brighton Beach était désormais le foyer d'une mafia russe, riche en liquidités, protégée par les Italiens. Maintenant, la mafia russe, lorsqu'elle s'est installée, n'a pas vraiment commencé à s'installer immédiatement. Ils sont arrivés progressivement de Brighton Beach et des autres zones. Et oui, il y avait des relations. Il y avait des relations et ils les ont développées parce que les Russes avaient accès à des liquidités. Les Italiens, qui protégèrent la mafia russe, ont cédé le contrôle de certaines de leurs opérations. Ils ont conclu un accord avec David Bogart, un chef de la mafia russe, pour gérer l'une de leurs escroqueries préférées contre une commission. Lorsque les Russes sont arrivés ici, leur première grande escroquerie était connue sous le nom de l'escroquerie de la taxe sur l'essence Red Daisy. Et ce que les Russes ont fait, c'est qu'ils ont créé des centaines et des centaines de sociétés écrans. Ils achetaient des stations-service. Et juste avant que l'interdiction fiscale n'arrive, ils déclaraient faillite et la vendaient à une autre entreprise. Donc, quand l'interdiction fiscale arrivait, ils disaient « Oh, c'était le propriétaire précédent ». Et ils ont fait cela. Ils ont commencé à New York, où ils détournaient environ $1 milliard par an. Dans les années 80, c'était énormément d'argent. Et ils se sont étendus d'un État à l'autre, faisant la même chose. Et à un certain moment, ils avaient tellement d'argent qu'ils devaient le blanchir. Et c'est à ce moment-là que vous voyez David Bogart entrer en scène et rencontrer Donald Trump en disant « OK, je vais prendre 5 condos ». Trump aimait traiter avec des gangsters. Je veux dire, c'est vraiment bien de vendre aux gangsters parce qu'ils paieront le prix fort et ils ne vont pas vous poursuivre en justice. Et donc Trump est sorti de cette première transaction et il y en a eu beaucoup d'autres par la suite. Vendus dans des conditions qui déclenchent les signaux d'alarme si vous enquêtez sur le blanchiment d'argent. Donc, si j'ai 10 millions de dollars que j'ai gagnés en vendant de la cocaïne, je pourrais simplement les poser sur la table. Et nous pouvons en utiliser la société ABC, corporation ou LLC, une société anonyme quelconque pour acheter cela. Et quand j'ai besoin de le vendre, je peux le vendre. Et si quelqu'un me demandait d'où vient l'argent, je dirais, eh bien, j'ai vendu mon appartement. Donc, l'argent est devenu propre de cette façon. Jim Mooney est un ami de longue date, un ancien agent du FBI. Jim et moi avons servi dans le même bureau à New York, au début des années 1980. Dans le FBI, vous devez avoir un lien pour mener une enquête. C'est une infraction fédérale relevant de notre juridiction. Quel était le lien quand vous n'en entendiez pas parler? Donc il s'en sortait. Et la ville ne nous en parlait pas. L'IRS n'en savait rien non plus, j'en suis sûr. Donc son appartement, cette Trump Tower, était parfaitement configuré pour blanchir de l'argent.
parfaitement pour blanchir de l'argent. Il pouvait apporter tout l'argent liquide qu'il voulait et le payer. Et personne ne saurait jamais qui c'était ou d'où ça venait. Il y a un concept juridique connu sous le nom d'aveuglement intentionnel, aveuglement délibéré. Et s'il y a un schéma, vous pouvez prouver l'aveuglement délibéré. Et dans ce cas, Trump l'a fait au moins 1300 fois. Et je pense que c'est une chose s'il l'a fait 2 ou 3 fois. 1300, vous pourriez dire, c'est un schéma. Oups, j'ai encore prêté de l'argent. Oups. Je devrais vérifier la prochaine fois. Oups, je l'ai encore fait. Pendant les années 80, Trump a essayé de se rapprocher de Gorbatchev, convaincu qu'il pouvait apporter la paix par le commerce. Si vous regardez l'ère de Gorbatchev, pour la plupart des Américains, nous voyons un secrétaire général de l'Union soviétique très aimable qui rendait les choses beaucoup plus amicales. Il y avait la perestroïka et la glasnost. Nous avons gagné. Tout le monde célébrait. En fait, je pense que quelque chose de très différent se passait sous la surface. Une fois que l'Union soviétique s'effondre, essentiellement, les vannes sont ouvertes. Et des milliards de dollars sont là. Et cet argent veut désespérément faire partie du système bancaire occidental. La chute du bloc soviétique a concentré le peu de richesses qui pouvaient être extraits entre les mains de prédateurs qui se souciaient peu de la frontière nécessaire entre le crime et le capitalisme. Jim Moody a convaincu le FBI du danger imminent et a mis en place une force opérationnelle conjointe avec la police de Eltsine. Lors d'une des réunions auxquelles j'ai assisté en Russie, le premier vice-ministre m'a donné le nom d'une figure mythique, légendaire du crime organisé russe, un Yaponchuk, ce qui signifie petit japonais, du nom d'Ivankov. Il m'a dit que ce type avait été envoyé aux États-Unis. C'était un voleur dans la loi. Envoyé aux États-Unis pour prendre le contrôle de tout le crime organisé russe et en prendre le contrôle. Nous ne savions même pas qu'il était ici. Alors, nous avons utilisé cette information. Nous avons parlé au bureau de New York. Ils ont mis en place une équipe russe et ils ont commencé à essayer de trouver Ivakov. Et ils ont eu beaucoup de mal à trouver Ivakov. Mais ils l'ont finalement trouvé et il vivait dans la Trump Tower. Voici cette figure mythique du crime organisé russe vivant dans la Trump Tower, mais il se rendait tout le temps au casino de Trump dans le New Jersey, perdant des centaines de milliers de dollars. Alors, il commence vraiment à se concentrer sur lui. Eh bien, Ivakov l'a appris et il a déménagé de la Trump Tower et est retourné à Brooklyn. Ivankov a finalement été arrêté à Brooklyn par les agents du FBI de New York de Kallstrom. Si vous connaissez New York, 721 Fifth Avenue, la Trump Tower est l'une des adresses les plus prestigieuses, chic et scintillantes de la ville. Vous ne vous attendez pas à ce que ce soit une zone de haute criminalité, mais il y avait beaucoup de crimes qui s'y déroulaient. Il y avait un énorme réseau de jeux d'argent à enjeu élevé à l'un des étages supérieurs, tout, dirigé par des Russes, et il a été démantelé par le FBI. Je pense que 29 personnes ont été arrêtées. Trump avait sa maison et son bureau dans la Trump Tower. Il y était tout le temps, donc il devait être au courant de cela. Malgré des interventions successives, des écoutes téléphoniques et des arrestations, les enquêtes du FBI de New York ne se sont jamais concentrées sur Trump, comme s'il était protégé ou intouchable. Pourquoi y a-t-il un niveau de criminalité en col blanc qui n'attire pas l'attention du FBI? L'agent spécial Mike German est convaincu que la criminalité en col blanc est une menace pour la sécurité nationale et a toujours échappé aux autorités d'un pays obsédé par le profit. Cette
échec du FBI à reconnaître que les crimes commis par des figures de l'establishment peuvent avoir le même impact et, en fait, un impact plus grand sur notre sécurité mondiale. Que tout ce qu'un homme violent avec une arme peut vraiment accomplir. Et il y a un problème de sécurité nationale quant à savoir si quelqu'un qui s'est engagé dans un comportement corrompu peut diriger notre pays d'une manière qui n'est pas corrompue. Dans les années 90, les affaires et le mariage de Trump ont subi de sérieux revers. Il a divorcé de sa première femme, Ivana, et a brièvement épousé Marla Maples, sa maîtresse. Et a généralement passé beaucoup de temps à faire la fête avec son nouveau meilleur ami, Jeffrey Epstein. Bill et Hillary Clinton, dont Trump était alors proche, étaient à la Maison-Blanche. Assiégés par des enquêtes constantes du FBI, menées par des agents et un directeur, Louis Freeh, convaincu de leur dépravation morale. Dans les années 90, le FBI de New York était à l'apogée de son pouvoir. Les gens disent que nous avions une attitude, mais nous avions une attitude de gagnant. Nous avions une attitude de faire ce qui est juste, vous savez, et pas seulement là pour le salaire, qui n'était pas si génial. Je veux dire, toute ma carrière, jusqu'au moment où je suis parti, je n'avais vraiment rien à voir avec le siège du FBI. Je veux dire, je ne leur parlais même pas. Je n'avais pas de temps à perdre avec des conneries. Il y avait toujours ce manque de respect de New York envers le siège. Mais le siège vivait un peu avec ça parce qu'il ne voulait pas perturber le succès de New York. Et cette attitude a finalement eu des conséquences pour eux le 11 septembre. Asha Rangappa enseigne la sécurité nationale à l'université de Yale. Elle était l'un des nouveaux agents embauchés 11 septembre. Je suis arrivée dans un FBI qui essayait de redéfinir ce qu'il était. Parce que le FBI, avec la CIA, avait été laissé pour compte. Après le 11 septembre, le rapport du 11 septembre est pas tendre avec ces deux agences. Robert Mueller a pris la direction du FBI peu avant le 11 septembre. Il a réussi à maintenir toutes ses prérogatives, malgré les échecs du bureau. Le FBI était à un carrefour à ce moment-là. Mueller est arrivé à un moment où le Congrès envisageait sérieusement de scinder le FBI et spécifiquement de retirer la fonction de renseignement. Et de la sortir pour la mettre dans une agence distincte et de laisser le FBI comme une agence principalement chargée de l'application de la loi. Le 11 septembre, nous avons compris que des groupes terroristes criminels peuvent planifier à l'étranger, recruter à l'étranger, financer à l'étranger, puis nous attaquer aux États-Unis. Nous devions donc renforcer et nous renforçons l'infrastructure de renseignement pour identifier ces individus avant qu'ils ne puissent attaquer. Le monde de Trump après le 11 septembre n'était pas très rose. Beaucoup de ces entreprises ont échoué lamentablement, notamment ses projets à Atlantic City, détruisant tout avenir que la ville aurait pu imaginer pour elle-même. Une fois qu'il était endetté de 4 milliards de dollars, les Russes se sont précipités pour l'aider, car c'était une période où Trump ne pouvait obtenir de prêts bancaires nulle part en Occident, à l'exception de la Deutsche Bank, qui était célèbre pour blanchir de l'argent des Russes. La société d'amitié Trump-Russie devait tout faire pour sauver le soldat Trump. En 2002, Tamir Sater, un milliardaire autodidacte de Brighton Beach, a financé la société Bayrock, conçue pour sauver Trump avec du capital russe. Ils ont mis tout l'argent et Trump recevrait des frais de franchise assez élevés, de 18 à 25%, ce qui est un tarif extrêmement élevé. Et c'est ainsi qu'il est devenu riche, une fois de plus. Donc, il était de nouveau sur pied grâce aux Russes. Toujours à l'écart de la politique, désespérément endetté,
Trump a vendu sa marque à ses amis russes pour sauver sa peau. L'homme principal dans cette entreprise était le PDG de Bayrock, Felix Sater, un criminel condamné de Brighton Beach. L'école de journalisme de Berkeley l'a enregistré en train d'être interrogé par ses étudiants. Malgré son casier judiciaire, Felix Sater est effronté. Personne n'a de l'immobilier de marque, n'est-ce pas? Vous avez de la vodka de marque, vous avez des jeans de marque, vous avez des vêtements de marque, vous avez tout de marque. Il a trouvé comment marquer un bien immobilier. Et je voulais entrer dans l'immobilier. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Il s'avère que Sater était un criminel condamné. Il s'est battu dans un bar et a poignardé un gars au visage, nécessitant 110 points de suture. Il a également participé à une escroquerie boursière de type pump and dump, qui était un peu le genre de choses que la mafia russe faisait à l'occasion. Bien qu'il ait ce passé mouvementé, il a passé des années à aider le FBI et la CIA sur toute une gamme de sujets impliquant à la fois l'influence de la mafia à Wall Street, ainsi que les informations qu'il a pu obtenir de ses sources russes concernant Al-Qaïda et Ben Laden, et les attaques potentielles contre les troupes américaines en Afghanistan. Il coopérait avec le FBI et obtenait diverses informations sur la lutte contre le terrorisme, etc. Mais le FBI le laissait mener ses activités criminelles qui consistaient à blanchir de l'argent avec Donald Trump. Nous étions dans le bâtiment, nous étions à la Trump Tower. Nous étions au 24e étage. L'organisation Trump est au 26e étage. Vous entendez bien? Oui. Comment décririez-vous votre lien? Témoin dans un procès civil impliquant Sater. Donald Trump a été enregistré sous serment. Environ combien de fois avez-vous conversé avec monsieur Sater? Au fil des ans, si vous pouviez. Pas beaucoup, pas beaucoup. S'il était assis dans la pièce en ce moment, je ne saurais vraiment pas à quoi il ressemble. D'accord. Je l'ai rencontré des centaines, peut-être des milliers de fois. Trump voulait construire une tour à Moscou. Il avait besoin d'aide. Entre en scène un autre personnage du cœur de Trump. Felix Sater avait un ami d'enfance, Michael Cohen. Michael Cohen devait aider Trump dans son expansion en Russie. Il visait le Kremlin. Trump a commencé à manigancer avec les Russes pour peut-être construire un hôtel en Russie, dans lequel nous savons maintenant, grâce à son ancien conseiller, Michael Cohen, qu'il offrait à Poutine lui-même. Peut-être le dernier étage d'un hôtel à Moscou, s'il pouvait construire le Trump Moscou. C'était un moyen d'obtenir le feu vert ultime qu'il voulait et dont il avait besoin pour son affaire, du moins, du point de vue de Trump, il voit cela. Quand vous allez voir le grand patron, vous le faites adhérer, votre affaire se concrétisera. Vous savez, j'étais à Moscou il y a quelques mois. Je suis propriétaire du concours Miss Univers. Et ils m'ont traité de façon formidable. Poutine m'a même envoyé un cadeau. Un magnifique cadeau avec une belle note. J'ai parlé à tous ses collaborateurs. Qu'est-il arrivé avec ça? L'affaire Trump Tower, qu'il espérait conclure à Moscou à la fin de 2013. C'est en février 2014 que Poutine décide d'annexer la Crimée. C'est à ce moment-là que les Russes interviennent. C'est à ce moment-là que les sanctions sont imposées, peu de temps après, par les États-Unis et l'Union européenne. Et l'une des entités sanctionnées allait être l'une des institutions financières, la banque VDB, qui devait financer l'affaire de la tour Trump. Mesdames et messieurs, je me présente officiellement à la présidence des États-Unis. Et nous allons certainement rendre notre pays à nouveau grand.
dès que Trump s'est présenté à la présidence, le contre-espionnage du FBI était obligé de vérifier le candidat et ses liens avec des puissances étrangères. Ce n'était pas avec le FBI que Trump avait conclu des accords. Myron est allé voir Craig Unger, qui était convaincu que le contre-espionnage du FBI surveillait les contacts russes de Trump depuis des décennies, et donc Trump. Un peu avant que la mafia russe ne s'installe vraiment ici, il y avait un magasin d'électronique sur Lower Fifth Avenue, près du Flatiron Building. Il s'appelait Joylud Electronics, et il était possédé ou copossédé par un homme nommé Semyon Kislin. Bonjour, je m'appelle Sam Kislin. Je suis un homme d'affaires américain. Et Kislin, qui s'est avéré être un associé de longue, très longue date de Donald Trump depuis plus de 40 ans, était, selon mes sources, membre du KGB. Et le magasin d'électronique était censé être une façade du KGB. C'était l'approche du KGB vers le nouveau, Trump. D'accord. Les contacts de Trump avec des figures douteuses du crime organisé liées aux renseignements soviétiques et russes ont créé une brèche dangereuse qu'un adversaire russe opportuniste pourrait facilement exploiter. La mafia russe est effectivement un bras des renseignements russes. C'était du KGB. J'ai interviewé Oleg Kalugin, qui avait été chef du contre-espionnage pour le KGB. Et quand je lui ai demandé à propos de la mafia, il a dit « Oh, ce n'est qu'une autre branche du KGB ». Il y avait une série d'opérations qui se sont déroulées de manière séquentielle, toutes ayant des techniques du KGB, comme partie intégrante. Felix Sater et Michael Cohen ne semblaient pas réaliser qu'ils travaillaient pour un futur président. En mélangeant le développement immobilier avec les affaires étrangères des États-Unis, ils ne se compromettaient pas seulement eux-mêmes et le possible futur président, mais commettaient peut-être des actions illégales. Un email de Felix Sater a été envoyé à Michael Cohen, l'avocat de Trump, en novembre 2015. Je vais faire participer Poutine à ce programme et nous ferons élire Donald. Mon pote, notre garçon peut devenir président. Trump a invité le Russe à l'aider publiquement dans la campagne. Et il a clairement fait tout ce qu'il pouvait pour détourner l'attention de ce que les Russes tramaient. Ses actions, ses déclarations publiques ont donné à Vladimir Poutine la couverture nécessaire pour mener le type d'attaque contre la démocratie américaine qui s'est déroulée. La Russie essayait de attaquer ses valeurs et processus démocratiques fondamentaux en dressant les Américains les uns contre les autres, en essayant essentiellement de détruire la confiance sociale qui lie le tissu social démocratique. Il n'a jamais été important pour le Kremlin de savoir qui gagnait réellement les élections. Il cherchait simplement à semer la discorde et à détruire la confiance dans les institutions démocratiques. Des objectifs qu'il partageait avec Donald Trump. En ce sens, et on peut dire que Trump a aidé et encouragé une conspiration par le gouvernement russe pour interférer dans nos élections. Depuis la nomination de Trump comme candidat présidentiel républicain, les démarches frénétiques de son équipe envers les Russes ont éveillé les soupçons du FBI. Le FBI a lancé une enquête de contre-espionnage Crossfire Hurricane à la fin de juillet 2016 sur les membres de la campagne de Trump. C'était donc une enquête de contre-espionnage. Et par nature, ces enquêtes sont classifiées. Il aurait été contre-productif de dire quoi que ce soit, ainsi que probablement illégal de dire quoi que ce soit publiquement à ce moment-là. Bonjour,
Guadalupe et Clinton. Une enquête sur l'utilisation potentiellement criminelle par la candidate démocrate Hillary Clinton d'un serveur de messagerie privée pour des affaires gouvernementales était en cours. Bonjour, je suis ici pour vous donner une mise à jour sur l'enquête du FBI concernant l'utilisation par la secrétaire Clinton d'un système de messagerie personnelle pendant son mandat de secrétaire d'État. Le FBI a déterminé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour justifier une poursuite pénale et, généralement, c'est ce qui clôt une affaire. La décision me laisse perplexe. Elle laisse perplexe Tim Kallstrom qui a travaillé pour lui. Elle laisse perplexe de nombreux agents du FBI qui me parlent tout le temps. Et cela embarrasse certains agents du FBI. Soudain, Giuliani était à la télévision disant que, eh bien, des agents du FBI à New York sont en révolte à ce sujet. Et devinez qui d'autre a commencé à apparaître sur Fox News pour ternir l'image de James Cohen? James Kallstrom. J'ai parlé à environ 15 agents différents, à la fois en service et hors service, qui sont, vous savez, essentiellement préoccupés par la réputation de l'agence. Ils aiment, pour laquelle ils ont travaillé dur toute leur vie. Et ce n'est pas, appelez-moi le droit de salir cette réputation ou de détruire cette réputation. Il y avait une animosité persistante envers les Clinton au sein du FBI à l'époque. Cela a donc pu générer non pas tant un sentiment pro-Trump qu'un sentiment anti-Clinton. Mais il y avait des rapports selon lesquels le FBI de New York, par exemple, était pro-Trump. Trump était sur le point de produire ce qui est devenu connu comme la surprise d'octobre. Un ordinateur portable qu'ils avaient récemment saisi de l'ex-congressman Anthony Weiner, contenant davantage de courriels d'Hillary Clinton. À seulement 10 jours de l'élection, encore une autre controverse. Vendredi, le directeur du FBI, James Comey, a envoyé une lettre à certains dirigeants du Congrès annonçant que l'enquête criminelle sur le serveur de messagerie privée d'Hillary Clinton avait été rouverte. Comey était très préoccupé par sa propre réputation. Il était clairement aussi très préoccupé par le fait que si des informations sur le contenu de cet ordinateur portable fuyaient, cela pourrait exploser et nuire à la réputation du FBI et à celle de Comey. Donc, il y avait un peu de protection de ses arrières de la part de Comey, là. Bonjour, c'est Trump. Donald J. Trump sera le prochain président des États-Unis. Du point de vue de certaines personnes, c'était les discussions publiques de Jim Comey sur l'enquête concernant Hillary Clinton et sa dénonciation de son comportement qui ne constituait pas une activité criminelle, qui ont aidé Donald Trump à être élu. Une fois élu, le président Donald J. Trump a été informé de l'enquête secrète du FBI sur les liens de son équipe de campagne avec la Russie. Trump était clairement enragé par l'idée que sa campagne était enquêtée par le FBI. Il pensait que cela entacherait sa victoire. Et il était déterminé à arrêter l'enquête, ce qui le conduit à licencier Comey. Un bouleversement historique à Washington, résonnant à travers la nation. Le président Trump a licencié le directeur du FBI, James Comey, invoquant sa mauvaise gestion de l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton, mais suscitant des critiques et des questions sur l'enquête du FBI concernant les liens présumés de la campagne de Trump avec la Russie. Êtes-vous en colère contre M. Comey à cause de son enquête sur la Russie? Je veux juste quelqu'un de compétent. James Comey. Compare Donald Trump, un parrain de la mafia. Le style de leadership est en fait étonnamment similaire et tout tourne autour du patron. Qu'est-ce qui servira le mieux le patron? Comment aidez-vous le patron? Tout tourne autour de cette personne et rien d'externe à cela. Et cela me rappelle beaucoup le leadership de la Cosa Nostra. 8 jours après le licenciement de Comey, le département de la justice a commandé un rapport spécial sur l'ingérence russe. Dans l'élection de 2016,
et la possible collusion de l'équipe de Trump. Lorsque Trump a appris que l'ancien directeur du FBI, Robert Mueller, avait été nommé conseiller spécial, il était terrifié et a dit à son procureur général « C'est la fin de ma présidence ». La manœuvre surréaliste de Trump pour détruire l'enquête sur l'ingérence russe a été de demander directement à Poutine si c'était vrai ou non. J'ai le président Poutine. Il vient de dire « ce n'est pas la Russie ». Je dirais ceci. Je ne vois aucune raison pour laquelle ce serait le cas. J'ai une grande confiance en mes services de renseignement, mais je vous dirais que le président Poutine a été extrêmement fort et puissant dans son déni aujourd'hui. Le gouvernement russe a-t-il des informations compromettantes sur le président Trump ou sa famille ? Je pense que, de bien des manières, avoir Trump, que je crois être un agent russe, à la Maison-Blanche est le résultat de la plus grande opération de renseignement de l'histoire. Je n'adhère pas à l'idée que Poutine est son gestionnaire et que Trump est un agent russe. Cela va clairement plus loin que ce que nous savons. Mais il reste inexplicable la déférence que Trump montre envers Poutine. Poutine a prêté serment 2 fois, à ma connaissance, pour détruire les États-Unis. Il a fait un sacré bon travail à ce sujet en ce moment. Je veux dire, et Trump ne sait pas pourquoi il ferait des choses comme ça. Eh bien, il a prêté serment de faire quelque chose comme ça. C'est fou. C'est faux. Bonjour à tous et merci d'être ici. Lors de l'enquête de Robert Mueller, 34 personnes, dont 12 Russes, ont été inculpées. Michael Comey, l'avocat personnel de Trump, a été condamné à 3 ans de prison. Au moment où le rapport a finalement été publié, Trump avait licencié tous ceux associés à Comey et au FBI et avait placé son homme, William Barr, comme procureur général, de facto chef du FBI. Lorsque le rapport de Mueller a finalement été livré, c'est Barr qui l'a officiellement présenté. Comme le précise le rapport du conseiller spécial, le gouvernement russe a cherché à interférer dans notre processus électoral. Mais grâce à l'enquête approfondie du conseiller spécial, nous savons maintenant que les agents russes qui ont perpétré ces stratagèmes n'ont pas eu la coopération du président Trump ou de la campagne Trump. William Barr savait que la plupart des Américains ne liraient pas ce rapport et l'a retenu. Il a fait sa propre publication d'une manière qui l'a complètement dénaturée et il a dit que cela disculpait Trump alors que ce n'était pas le cas. Trump a brisé beaucoup de normes et l'une d'elles est de commencer à empiéter sur l'indépendance du FBI. Il n'y a vraiment rien pour l'arrêter. Et cela arrive à un point où le contrôle ultime, que notre Constitution envisage pour les abus de pouvoir exécutif et la destitution. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a lancé une enquête de destitution en septembre 2019. Le président doit être tenu responsable. Personne n'est au-dessus des lois. Le Congrès a finalement destitué Trump. Mais le Sénat dirigé par le GOP l'a acquitté. J'ai fait des erreurs dans ma vie, je l'admets. Pas intentionnellement, mais j'ai fait des erreurs. Mais voici quel est le résultat final. Soutenu par un Sénat républicain, une Cour suprême perdant son équilibre droite-gauche, et plus important encore, un procureur général, William Barr, qui a toujours cru en un président au-dessus des lois. La présidence de Donald Trump a systématiquement détruit tous les freins et contrepoids qui rendent la démocratie américaine viable. Il est président, il ne sera pas inculpé selon Barr, mais il ne sera pas président pour toujours.
Donc s'ils ont des affaires comme ça et qu'ils veulent le poursuivre après qu'il quitte ses fonctions pour toutes ces affaires qu'ils ont contre lui, je veux dire, je suis sûr qu'il sera condamné pour ça. Pourrait-on inculper le président d'un crime après qu'il ait quitté ses fonctions? Oui. Vous croyez qu'il a commis, inculpé le président des États-Unis pour obstruction à la justice après son départ? Oui. Tant que Trump est président, protégé par Barr, il peut continuer son attaque contre la justice aux États-Unis et totalement émasculer le FBI. Donc, si le FBI est fermé et sous contrôle et obéit aux tests de loyauté, reste-t-il? Personne. Personne? Eh bien, pas tout à fait. Le peuple américain reste l'arbitre de son destin. Et tout comme dans l'hymne du locataire de Beach Haven de Trump, Nobody Guthrie, ils peuvent récupérer ce qui est leur terre? Cette terre est ta terre et cette terre est ma terre. La Californie, l'île de New York, mon homme, et la forêt de séquoia, les eaux du Gulf Stream. Cette terre a été faite pour toi et moi.